Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet d'analyser, de commenter, de décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Au menu ce dimanche, 5 sujets. Il s'agit de l'attaque de la poudrière de Yimdi, de la publication de nouvelles écoutes téléphoniques entre le général Gilbert Diendéré et des personnalités ivoiriennes, notamment le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bakayoko, et de la réaction des autorités ivoiriennes au mandat d'arrêt international lancé contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Nous allons également nous intéresser à la chaîne de solidarité qui continue de s'exprimer suite aux attaques terroristes du vendredi 15 janvier et des mesures sécuritaires qui ont été prises pour faire face à d'éventuelles attaques. Depuis quelques jours, on assiste à des incendies de marché dans la capitale burkinabé et dans d'autres villes du Burkina Faso. Ces incendies sont-ils le fait de pyromanes ou de simples faits du hasard? Nous lancerons le débat. Enfin, nous dirons un mot sur la décision prise par les députés de l'Assemblée nationale du Burkina Faso de réduire leur émolument de 19%. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie de 4 invités. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Salut. Nous avons également avec nous Morin Yamongbe du mensuel Fasosine. Bonjour Morin. Bonjour. Sur ce plateau, Ismaël Ouedraogo de la radio Ouaga FM. Bonjour Ismaël. Et enfin, nous sommes avec Boukari Woba du bimensuel La Mutation. Bonjour. Sayon, bonjour. Merci à tous donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la nuit du 21 au 22 janvier dernier, la poudrière de Yimdi, située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, a été la cible d'attaque. L'armée pointe du doigt des éléments de l'ex-RSP. Une dizaine d'entre eux donc, ont été arrêtés et présentés, non pas présentés, mais lors d'une conférence de presse, l'armée a fait savoir que 11 personnes ont été attaquées, dont ont été arrêtées, dont 10 membres de l'ex-RSP. Alors, quel commentaire vous inspire cette situation? Alors, est-ce une défiance des dispositifs sécuritaires ou une non-maîtrise des éléments de l'ex-RSP qui continuent donc d'agir malgré leur affectation dans différentes garnisons? Rabo. Je voudrais m'en tenir pour les faits aux explications données hier soir par l'armée qui dit que parmi les 10 personnes, parce qu'on parlera ensuite d'un religieux parmi les 11, les 10 là sont de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et qu'il y en a qui avaient été régulièrement affectés dans des garnisons et qu'il y en a aussi qui étaient des déserteurs. Voilà, donc c'est un mélange un peu d'ex-éléments du RSP qui avaient disparu dans la nature et de gens qui étaient affectés. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que c'est des gens qui probablement n'ont pas une bonne lecture de la situation actuelle du Burkina Faso, qui ne savent pas que ce sont des élections régulières qui viennent de se tenir, qui ont légitimé des gens qui sont au pouvoir et dont on attend des résultats au travail, et des gens qui pensent qu'ils peuvent encore restaurer l'ancien régime. Je pense qu'ils sont en retard d'un siècle sur le reste des Burkinabés. C'est ça qui me chagrine un peu. Je ne comprends pas comment des gens peuvent croire que c'est possible aujourd'hui de sortir des armes du dépôt de Yimdi et d'attaquer d'autres garnisons, éventuellement de libérer le général Diendéré, et pour faire quoi ensuite? Pour faire quoi ensuite? Je me pose vraiment des questions et je me demande si ils n'ont pas besoin d'un soutien psychologique. Parce que pour moi, ça répond à aucune logique. D'accord. Alors, Moret? Non, moi, je me pose des questions, mais je m'inquiète surtout. Si ces gens sont toujours en cavale, si par leur dernier soubresaut, on peut parler de dernier soubresaut d'ailleurs, de gens qui sont inquiétés ou des gens qui ne retrouvent plus leurs privilèges d'antan, parce que si le général même voulait être libéré,
c'est quelqu'un qui s'est rendu, si on s'en tient au fait, comme le disait Rabo tout à l'heure. Donc, si celui-là qui voulait, qui assume aujourd'hui ce coup d'État, voulait vraiment échapper à son sort, mais il aurait négocié son départ et puis serait peut-être parti. Mais maintenant, moi, mon problème, mes inquiétudes, c'est surtout au niveau de la sécurité. Parce qu'un dépôt d'armes qui est aussi légèrement gardé, ces éléments des ex-RSP, qui ont démontré, je ne peux pas parler d'humiliation, mais qui sont arrivés, qui ont ligoté des éléments qui gardaient ce dépôt et qui sont partis avec des armes. Là, ça donne vraiment à réfléchir et on aimerait demander aux forces de défense et de sécurité d'accroître la surveillance de notre territoire pour que les citoyens puissent vaquer tranquillement, sans inquiétude à leurs occupations, surtout qu'on vient de sortir d'un attentat terroriste. Vous pensez également à une défaillance du dispositif sécuritaire au niveau de ce dépôt d'armes, Woba? Certainement. Moi, je pense, bien que dans la nuit, la question avait été posée aux responsables de l'armée qui ont animé la conférence de presse et qui nous ont répondu que non, il n'y a pas eu de défaillance du tout et qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires. On s'étonne quand même qu'on ait pris toutes ces mesures-là et que quand même il y a eu une attaque qui a fait un blessé et il y a eu quand même des armes qui ont été emportées. Voilà. Donc je pense que quelque part il y a eu des manquements, il y a eu des failles. C'est pourquoi moi, l'appel que je lance, c'est qu'on évite d'être dans la réaction. Chaque fois, on intervient après coup. Qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis que le chef de l'État est installé, depuis qu'on a formé un gouvernement et qu'au fur et à mesure, ils se sont installés, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éviter d'être dans la réaction? Il faut prendre les devants des choses, il faut anticiper. Et c'est ça qui va préserver la paix. Mais tant qu'on va être dans la réaction, on sera toujours le médecin après la mort. Oui, Ismaël. Bah, écoutez, quand moi j'ai suivi un peu les événements, la première question qui m'est venue en tête, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait sur les questions sécuritaires? Parce que quand vous regardez tous les rapports qui ont été publiés sur le Burkina post-transition, le premier défi majeur à relever dans ce pays, ce sont les questions sécuritaires. Parce qu'avant même, je pense qu'il y avait des signes annonciateurs. Peut-être qu'on n'a pas dû remarquer ou qu'on a peut-être minimisé. Rappelez-vous les attaques qu'on a à l'intérieur, l'insécurité ambiante. Récemment, quand on a fait cas des personnes qui ont été interpellées, la police vous fait croire qu'il y a un caporal les militaires qui avaient été radiés, qui a été interpellé. Ensuite, au niveau de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, on vous fait croire qu'il y a 3 militaires, ex-militaires qui ont été arrêtés faisant partie d'un groupe de malfrats, ou encore on a même fait cas notamment d'un ex-gendarme également qui avait été radié. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs. Juste après ces attaques et ces interpellations, vous avez eu l'attentat qui s'est produit. Et après l'attentat, curieusement, moins d'une semaine après, on attaque une poudrière. Voyez un peu la succession des événements. Ça veut dire que même si les autorités militaires vous disent que oui, il n'y a pas eu de laxisme, moi je dirais qu'il y a eu du laxisme parce que quand vous prenez par exemple une poudrière qui est aussi importante comme celle de Yimdi, il n'y a pas de raison que des militaires arrivent à ligoter les militaires qui y sont, parce que finalement, si vous faites le rapport, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de nombre même. S'il y a un problème de nombre et que les gens ont été surpris... Les enseignants aussi connaissent le terrain. Ils connaissent le terrain, ils ont dû étudier certainement les failles de ce dispositif sécuritaire pour pouvoir intervenir. La preuve aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu interpeller une dizaine de personnes dont un religieux, mais est-ce que ça suffit? Parce que si cette enquête peut nous permettre de remonter toute une filière pour avoir les armes qui ont été volées, ça c'est un. Et deuxième élément, pour interpeller les autres qui sont impliqués dans ce dossier, tant mieux. Mais il faut que impérativement au Burkina Faso, on se base sur les questions sécuritaires. Parce que tout ce qu'on dit, Rabo a soulevé le fait qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un pouvoir qui a été légitimement élu par le peuple qui doit travailler pour le développement du pays. Mais on ne peut pas développer un pays dans l'insécurité. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quelles que soient les hypothèses qu'on va émettre, si vous n'avez pas les dispositifs sécuritaires adéquats qu'il faut dans notre pays, on ne va pas se développer. La preuve, c'est que les attentats, on n'a même pas fini de penser les plaies de ces attentats qu'on attaque une poudrière. Et aujourd'hui, regardez ce que ça donne dans la population. La psychose totale. Les gens ont peur. Les gens ne veulent même plus sortir de chez eux. Moindre rumeur, ça prend vraiment de l'ampleur parce qu'on se dit, mais on n'est pas en sécurité. Donc quand on n'est pas en sécurité dans un pays, c'est l'heure que de penser au développement dans ce même pays-là. Oui, Rabo l'a souligné tout à l'heure.
L'objectif, selon l'armée, en tout cas des assaillants, c'était de dérober des armes qu'ils l'ont fait et de s'attaquer à des infrastructures de l'armée, notamment le camp donc Sangoulé-Lamizana, où se trouve la Maka, où sont incarcérés donc les deux généraux. Qu'est-ce que cela vous inspire? On en a parlé récemment tout de suite avec Rabo. En décembre déjà, il était question d'une tentative de libération du général Gilbert Guengéré. Donc, raison de plus pour prendre des précautions. Comme les confrères l'ont dit, il faut que l'armée se réveille. Peut-être que dans la transition, entre le passage de la transition au nouveau pouvoir élu, il y a eu justement ce flottement dont certaines personnes parlent. C'est possible, surtout en termes de moyens financiers, d'approvisionnement en ressources de l'armée, qui peut amener, je ne sais pas, certaines unités à dormir un peu sur les lauriers. Je crois que maintenant, il n'y a plus d'excuses possibles. Parce que quand vous avez appris que des gens ont voulu libérer le général Gilbert Guengéré, vous prenez les précautions. Voilà. Quand vous avez appris qu'ils voulaient s'attaquer d'abord à des dépôts d'armes avant de faire leur intervention sur les camps général Sangoulé-Lamizana, mais vous prenez toutes les précautions. Et les confrères ont dit, les dépôts d'armes et de munitions de Nimdi, si, comme l'armée le dit, c'est une dizaine de personnes qui ont ligoté les gardiens des lieux, ça veut dire que les gardiens des lieux étaient moins nombreux. Voilà, parce que si vous étiez ne serait-ce qu'à 10 contre 10, vous aurez pu faire quelque chose, ne serait-ce qu'à alerter même votre hiérarchie. Voilà, donc il y a un problème, même si l'armée a dit hier soir que non, le dépôt est bien gardé et les militaires qui gardent ont eu la posture qu'il faut, on a des raisons légitimes d'en douter. Et ils disent que la sécurité a été renforcée sur place, espérons bien, parce que nous les journalistes, on n'a pas pu y arriver. Il n'y a pas de problème, on n'insiste pas pour y aller, mais on veut être assuré de la même façon que tout le peuple burkinabé a besoin d'être assuré. Oui, Mourin. Non, je suis dans la même logique et je pense que, comme Rabo le disait, non, Ouba, il faut sortir de la réaction pour anticiper, il faut être dans l'action. Il ne faut pas tout le temps, quand on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur la sécurité. Je crois que c'est un point à l'ordre du débat, ou bien on peut y aller. On va y arriver. D'accord. Mais ce que moi je voulais même dire, vous savez, en fait, quand on remarque un peu l'histoire de l'interpellation de Guengéré et puis de la détention de ces ex-militaires qui attendent d'être jugés aujourd'hui, l'idéal, la meilleure des choses aurait été même qu'on les garde dans un endroit secret. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle d'une tentative de les libérer. Si éventuellement on ne savait même pas où ils étaient détenus, je pense que ça allait peut-être minimiser les choses. Parce que dans beaucoup de pays, vous allez vous rendre compte, quand on a affaire à des détenus aussi célèbres et aussi importants qui peuvent porter préjudice à la sécurité nationale, l'urgence est de ne pas divulguer un peu partout qui se trouve dans telle ou telle prison. La meilleure des alternatives au Burkina Faso aurait été qu'on nous dise à partir de maintenant, les généraux qui sont détenus au même titre que les ex-pouchistes là, on les a totalement enlevés du camp. La mise en œuvre, ils sont tenus dans un endroit secret en attendant leur jugement. Je pense que c'est mieux ainsi. Ça va peut-être amoindrir peut-être les élans des uns et des autres, parce que pour moi jusqu'à période de contraire c'est une aventure suicidaire que de vouloir libérer un monsieur comme le général Guengéré, parce que vous allez le libérer, vous allez l'amener où? Et après, la finalité de cette opération, c'est pour aller où? Vous partagez la même analyse, Rouba? L'idée de les sortir de la Maka, les isoler. Moi je pensais que le lieu le plus sécurisé c'était d'abord la gendarmerie de Paspanga, où ils ont séjourné pendant un bout de temps. Ensuite on les a amenés à la Maka. J'ai eu l'occasion de rentrer à la Maka, donc de voir un peu la misère qu'on vit pour arriver jusque là-bas, c'est pas facile. Et moi aujourd'hui, je me fais la conviction qu'on ne peut pas libérer quelqu'un de la Maka s'il n'y a pas de complicité à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je pense qu'ils peuvent y être. Il suffit seulement qu'on maîtrise les hommes, qu'on sache exactement à qui on a affaire. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine d'éléments qui ont été pris. On dit qu'ils sont tous de l'ex-RSP. Mais il ne faut pas qu'on jette l'anathème sur tous les éléments de RSP. Vous avez parlé tantôt en commençant, vous avez dit qu'ils ont présenté à la presse. C'est un lapsus, parce que c'est l'habitude. On nous présentait des gens. Ces gens-là, on ne les a pas présentés. Aujourd'hui, on peut quand même nous dire qui sont ces gens-là, ne serait-ce que leur nom et leurs photos. Parce qu'on a quand même publié les photos de ceux qui sont recherchés. Ceux qu'on a attrapés aussi, il faut publier leur nom et leurs photos pour qu'on les connaisse. Parce que pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. Aujourd'hui, on les a pris, peut-être que demain, ils vont être libérés. Sinon, pour la sécurité
de ceux qui sont détenus, moi je pense qu'il n'y a pas de doute, tant qu'ils sont à la MACA, tant qu'il n'y a pas de complicité à l'intérieur, ils ne peuvent pas s'en sortir. Autrement, si on les sort, peu importe là où on va les amener, si c'est sur le territoire national, là, on le saura au moins de les envoyer à La Haye. D'accord. Merci bien. En tout cas, oui. En tout cas, comme il a dit, il y a sept noms et 7 photos qui ont été publiées donc, par l'armée, des éléments de l'ex-RSP qui sont toujours recherchés et qui sont donc accusés donc, d'être mêlés dans cette attaque de la poudrière de Yimdi. On va toujours parler du général Djendjéré. Récemment, RFI a publié des écoutes donc, qui sont identifiés comme des conversations entre le général Djendjéré et le chef d'état-major de l'armée ivoirienne Soumaïla Bakayoko lors du coup d'état du 16 septembre dernier. Alors, ces révélations compliquent davantage, j'allais dire, les relations déjà tumultueuses entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ouba. Bon, il ne reste plus que le nom de Alassane Dramane Ouattara. C'était quoi? Parce que finalement, qui en Côte d'Ivoire, parmi les autorités, n'est plus impliqué dans cette tentative de déstabilisation du Burkina? On a le président de l'Assemblée nationale, on a le chef d'état-major général des armées, on a des ex-com-zones. Bon, tout est réuni, quoi. Il ne reste plus qu'à Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est normal, cette situation entre le Burkina, nos rapports là, c'est compliqué. Il faut travailler à l'apaisement. Qu'est-ce qui doit être prioritaire? Est-ce qu'il faut-il donner la priorité à la justice? Faut-il donner la priorité à la diplomatie ou la politique, disons? Est-ce que ça peut être une question de rapport entre chef d'État, Roch-Marc Christian Kaboré et puis Alassane, ils vont s'asseoir et puis résoudre le problème? Mais il y a lieu véritablement que nous allons vers un apaisement de nos relations. Mais il y a un passif qui est déjà là, avec ces écoutes téléphoniques dont on parle depuis longtemps et qui ne font qu'effectivement, de jour en jour, des révélations viennent s'ajouter à d'autres. Je pense qu'il faudra qu'on solde ce passif-là. Il faut qu'au moins on se dise la vérité sur ces écoutes téléphoniques et envisager comment on va sortir de cette situation. Oui, Morin. Oui, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité, mais il faut tout éviter. Hein? Il faut parvenir à l'apaisement, comme le dit Ouba. Il faut tout éviter, comme tout ce qui peut être confrontation aujourd'hui entre des armées burkinabées et ivoiriennes, entre les politiques burkinabées et ivoiriens et burkinabés, entre les populations. Je crois qu'il faut travailler réellement à l'apaisement. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, pendant cette tentative, le général Djendjéré, il n'a pas parlé qu'à des Ivoiriens, il a parlé à des Burkinabés, il a certainement parlé à des Français, Mais maintenant, il faut se demander pourquoi ce ne sont que les écoutes avec les Ivoiriens qui ressortent. Est-ce que quelqu'un a intérêt à ce que les rapports qui sont déjà difficiles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina s'enveniment davantage? Et donc je crois qu'entre les autorités, il faut que les autorités se parlent et que ce problème soit résolu. Il parlait des pistes à étudier pour parvenir à l'apaisement. Je crois qu'il faut étudier toutes les pistes. Il faut étudier la piste diplomatique, il faut étudier la piste judiciaire, il faut étudier la piste politique, mais il faut éviter l'affrontement. Oui, Rabo. La question est franchement difficile au regard des liens qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est-à-dire, de quelque côté que vous prenez le problème, il est difficile à résoudre. Et depuis, il n'y a que le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Denkan, qui a tenu des propos plutôt optimistes. Sinon, tout le monde s'embourbe pratiquement. Vous avez vu les députés ivoiriens. Ils ont totalement botté en touche. Ils ont totalement pris le décor parce qu'ils ont fait planer l'idée de crise intercommunautaire entre Burkinabé et Ivoiriens. Quand on sait... Je vais lire entre griffes oui, ce qu'ils ont dit. Ce mandat d'arrêt bafoue non seulement l'immunité parlementaire dont bénéficie Soro, mais aussi pourrait sacrifier sur l'autel de la politique les intérêts des deux peuples. C'est ça. Et l'idée ici, c'est qu'il faut lire en arrière-plan, c'est qu'ils disent, si vous n'arrêtez pas avec votre affaire de justice là, vous avez une forte population ici qui pourrait en payer le prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est
l'aspect le plus dangereux de cette situation. C'est pourquoi je dis que c'est comme un chantage. C'est comme des menaces qui sont à peine voilées contre les autorités burkinabées et le peuple burkinabé. Et même la justice burkinabé. Parce que quand vous êtes en face d'un partenaire, Alassane Dramane Ouattara, qui est prompt à extrader ses adversaires politiques, fût-il ivoirien, à La Haye pour qu'il soit jugé, qui dit qu'il est pour la justice et la démocratie, et qui vous demande de faire autre chose que la justice et la démocratie, mais je me demande pour qui il vous prend. Il prend Roch-Marc Christian Kaboré pour quelqu'un qui est moins intelligent que lui, parce que lui, il a extradé Laurent Gbagbo. Et il ne veut pas rendre Blaise Compaoré et Blé Goudé également. Il ne veut pas rendre Guillaume Soro et Blaise Compaoré qui est devenu ivoirien. Est-ce que quand on est ivoirien, on ne peut pas être extradé? Est-ce que les Ivoiriens sont au-dessus de la justice? Non, je me dis c'est des faux fuyants. Ce qu'il faut faire, moi je crois, c'est que les autorités ivoiriennes acceptent qu'elles sont dans une mauvaise passe. Elles ont fait un mauvais choix. Qu'elles l'assument et qu'elle demande pardon. Moi, je crois que ça peut apaiser les tensions au lieu de faire des faux fuyants. Et je crois que Alassane Dramane Ouattara a rencontré le président Roch plus d'une fois. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, ça coince. Parce qu'il demande au président Roch d'influencer sa justice pour que le problème soit résolu diplomatiquement. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une perspective envisageable parce que ça risque de créer un précédent dangereux. Ça va être un précédent dangereux, ça va faire 2 poids 2 mesures et on ne pourra pas faire la justice parce que certaines personnes sont haut placées. Je crois que c'est une aventure qu'il ne faut pas envisager. Il faut que les autorités ivoiriennes reviennent à de meilleurs sentiments. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est les conséquences socio-économiques qui pourraient découler de cette situation. Et Morin demandait, mais qui est derrière ces tensions qui se ravivent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un troisième acteur qui a intérêt à ce que le Burkina et la Côte d'Ivoire ne s'entendent pas pour que quelqu'un gagne quelque chose. Il faut faire attention à ça, à ne pas braquer les deux pays, les autorités de part et d'autre, et à bloquer nos relations commerciales et économiques. Ça va être très grave et pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina Faso. Donc, pour m'engouffrer dans la même brèche, je crois que, comme on le dit, un meilleur arrangement vaut mieux voilà, les mauvais arrangements valent mieux qu'un bon procès. Et pour aujourd'hui, les relations effectivement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire qui sont séculaires, qui sont économiques, qui sont politiques et tout, je crois qu'il faut vraiment parvenir à l'apaisement. Moi, je m'attendais systématiquement à ce que les autorités ivoiriennes condamnent la sortie des députés ivoiriens. Parce que vous savez, pour moi, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, les deux pays sont interdépendants. C'est vrai qu'on voit toujours le fait qu'on a plus de Burkinabés du côté de la Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens du côté du Burkina. Mais toujours est-il que les deux pays sont étroitement liés. Quand vous voyez un peu même les relations économiques entre les deux pays, la Côte d'Ivoire dépend beaucoup aussi du Burkina dans certains domaines. Ouais, pour t'appuyer, je crois qu'il a été cité dit que le Burkina est le 10e partenaire mondial de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important. Oui, c'est très important. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, les autorités ivoiriennes ont besoin du Burkina Faso. Alors, dans ce besoin, je dirais, réciproque, Rabo a soulevé un point, le pardon. Aujourd'hui, le peuple burkinabé a pu faire échec au coup d'État. C'est vrai, moi je parie jusqu'à preuve de contraire qu'il y a des gens qui sont sérieusement tapis dans l'ombre, qui ébruitent les faits. Comment se fait-il que ce soit sur RFI qu'on révèle que Bakayoko est mêlé? Ce n'est pas fini parce qu'à l'allure où vont les choses, on va finir par tous les jours nous dire voici de nouvelles écoutes téléphoniques qui sont voilà, qui impliquent telle ou telle personnalité ivoirienne. Mais on va où avec ça? Et moi je pense que ce sont des dossiers, si c'était assez pertinent, qu'on les prenne, qu'on les garde pour le procès. Pourquoi est-ce que chaque fois, quand il y a quelque chose de cette nature, quand on veut tendre vers l'apaisement entre les deux pays, on nous sort quelque chose et on nous dit, voici donc quelque chose qui implique davantage les autorités ivoiriennes? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que quelqu'un gagnerait à ce que ça ne marche pas entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il faut que nos autorités aient une longueur de vue et une meilleure appréciation de la situation parce que, quoi qu'on dise, Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Dramane Ouattara vont finir par se retrouver un jour autour de la même table pour discuter. Même s'ils ne vont pas se rendre mutuellement des visites, lors d'un sommet, de toute façon à la fin de ce mois, ils vont se retrouver du côté d'Addis Abeba en Éthiopie pour le sommet de l'Union africaine. Là-bas, vous allez apprendre que dans les rencontres que le président du Faso a eues avec d'autres personnalités, ils pourraient voir Alassane Ouattara en marge des travaux et ils vont discuter de cette question parce que
Rabo a dit effectivement qu'Alassane Ouattara souhaiterait qu'on règle diplomatiquement cette question. Le Burkina ne saurait jamais, il faut le dire, hein, faire table rase sur toutes ces questions judiciaires. Mais, comme il l'a dit, un mauvais peut-être arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Parce que si on y prend garde, au Burkina Faso, l'économie du pays, on le sait aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Les indicateurs sont au rouge. Le gouvernement vient à peine de commencer à travailler. Quand vous voyez un peu les relations, le trafic commercial entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il faut qu'on arrive à stabiliser les relations entre les deux pays. Moi, je pense que ce ne sont pas ces personnalités, ces individus, ces quelques personnalités ivoiriennes qui peuvent venir nuire à tout ce qui lie le pays, les deux pays. Je ne pense pas. La preuve, c'est que vous avez vu Ahmed Bagayoko, quand il est venu, il a dîné sur la même table avec les Salif Diallo et autres. Ça veut dire qu'ils ont discuté de toutes ces questions-là. Si on est en train de tendre vers un apaisement sérieux, qu'on y aille, mais il faut qu'on ait des relations franches entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. À partir de maintenant, pour qu'on puisse dire les deux pays sont liés à jamais pour toujours, pour qu'on puisse avoir de bonnes relations bilatérales. D'accord. On va évoluer dans le débat. Alors, on va revenir sur les attaques du 15 janvier 2016 qui ont endeuillé le Burkina Faso et plusieurs autres nationalités. Alors, le vendredi 15, des attaques de l'hôtel Splendide à Ouagadougou et du café Cappuccino ont fait au total 30 morts, à Ouagadougou. Et 3 djihadistes ont été tués. Alors, il y a une chaîne de solidarité qui se manifeste depuis ces attentats. On a vu plusieurs présidents venir au Burkina Faso, des premiers ministres. Une marche a été organisée à Djibo, une autre à Ouagadougou, rien que hier soir. Alors demain, un hommage national sera rendu à toutes les victimes à partir de 10 heures. On peut dire quand même qu'il y a une mobilisation, que les gens ont pris conscience de ce drame et que des mobilisations sont en cours pour que ce genre d'attaque ou de drame ne se produise au Burkina Faso. Bravo. Oui, je crois que c'est des réactions normales et auxquelles il fallait s'attendre après de tels drames, les attentats du 15 janvier. Et je crois que toutes les initiatives sont les bienvenues. Le gouvernement et d'autres partis politiques qui sont même dans l'opposition, comme l'UPC, la NAFA, ont demandé aux populations, à leurs militants, de se joindre à cette mobilisation lundi pour rendre hommage à ces victimes. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Il faut ce souvenir-là, il faut marquer la solidarité avec toutes les personnes qui ont été affectées par ces attentats et il faut faire en sorte qu'on sente l'unité de la nation autour de cette préoccupation majeure. Maintenant, il y a des partenaires extérieurs qui nous soutiennent, c'est tant mieux. On a vu le président du G5 Sahel, Idriss Déby, venir. Et je crois que le Burkina a besoin de lui parce qu'il a déjà engagé une lutte farouche contre des terroristes du même genre. Et je crois que ça peut aider et les autorités et le peuple burkinabé. Maintenant, ce que j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter autour des mobilisations populaires, des marches, des audiences du chef de l'État. Il faut voir comment on fait à l'avenir pour que ça ne se répète pas. Parce qu'une marche contre les terroristes, c'est bon, mais ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose devant ce qu'on doit faire comme alerte des forces de défense et de sécurité qu'on voit des mouvements suspects. Voilà, c'est après que les gens sont morts qu'on entend des gens dire « Oui, on a vu une voiture suspecte, elle était bizarre, on a vu des gens s'arrêter dans la brousse, on a vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de nous côtoyer. » Et puis voilà, mais c'est après coup. Voilà, il fallait le faire avant. De la même façon, les partenaires qui nous aident à lutter contre le terrorisme, j'ai lu un Burkinabé qui vit à l'extérieur qui a dit mais c'est pas après les attentats qu'il faut nous aider. Il faut nous aider avant. Il faut nous donner les bons renseignements avant. Il ne faut pas attendre qu'on perde des compatriotes, des amis, pour que vous nous disiez mais nous on avait senti ça. Ou il faut attendre la même chose à Dakar et à Abidjan. Je crois que ça c'est pas de l'aide. D'accord, oui, Mourin.
Non, il faut saluer ces initiatives et je pense que c'est la moindre des choses. Il faut cette solidarité autour de tous ceux qui ont été endeuillés par ce drame. Et d'ailleurs, c'est tout le pays qui a été endeuillé. Vous prenez simplement l'exemple de Djibo, où le docteur, le couple Elliott, le gars, il a mis en place un centre de santé, il est le seul médecin là-bas. Et aujourd'hui, toutes ces populations sont orphelines du rapt de ce couple. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper. Et comme Drabo le dit, c'est anticiper et prendre des mesures sécuritaires mais efficaces. Ça veut dire qu'il faut durcir davantage ce service de renseignement qui est devenu le talon qui était une force du Burkina au moment de l'ex-RSP, au moment de la présence du général Djibert Diendéré qui en avait fait une passion. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'on retrouve quelqu'un d'aussi charismatique, d'aussi emblématique. Il faut qu'on retrouve un service de renseignement fort qui va quitter, par exemple, les renseignements sur tel ministre sort avec à telle copine quelque part. Non, ça, c'est pas ce qui est important pour un service de renseignement. Ce qui est important pour un service de renseignement, c'est avoir des informations qui permettent d'anticiper sur des attentats. Parce que le Burkina, jusqu'à présent, était comme un îlot de tranquillité dans ce Sahel qui était attaqué de toutes parts. Mais aujourd'hui, comment en est-on arrivé là? Et il faut qu'on sorte de la nostalgie, c'est l'ancien régime. Non, aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui est là. C'est vrai, il a été cueilli à froid. Il faut le reconnaître, comme on l'a dit en football. Ce pouvoir a été cueilli à froid, mais il faut maintenant qu'aujourd'hui, il se ressaisisse pour mettre en place un dispositif de sécurité, mais pas inattaquable, parce que le risque zéro n'existe pas, mais vraiment sérieux, un dispositif sérieux. Oui, Woba. Oui, sur la chaîne de solidarité, c'est une très bonne chose que des chefs d'État, des chefs de gouvernement se déplacent au Burkina, parce qu'on a besoin de se sentir entouré. On ne doit pas être seul dans des moments pareils, donc c'est une très bonne chose. Et là-dessus, d'ailleurs, vous aurez remarqué que si le président Alassane Ouattara avait fait le déplacement, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Et pourtant, il est certainement un de nos voisins les plus proches. Il n'a pas pu venir. J'ai appris quelque part qu'ils sont allés signer le livre de condoléances. Et la Côte d'Ivoire doit faire plus que ça. Franchement, quoi. Moi, je me dis, quel que soit ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, en pareille situation, on doit sentir cette solidarité africaine. Ce n'est pas Idriss Déby qui va quitter Chili là-bas pour venir effectivement nous témoigner sa solidarité pendant que nous avons nos plus proches voisins qui sont là. Donc je pense que c'est le minimum que la Côte d'Ivoire aurait pu faire. Cela dit, ce qui se passe au niveau national, hier soir, il y a eu effectivement une procession qui est partie donc du siège de Total sur Kwame Nkrumah jusqu'au lieu où il y a eu effectivement les attaques. J'apprends encore qu'il y avait un événement pareil ce matin et qu'il y en aura encore le soir. Et demain, ça va être l'hommage national qui va être rendu effectivement à ces victimes des attentats. Les confrères l'ont déjà dit, il faut faire plus que ça. On n'a pas besoin que des hommages. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est comment prévenir. C'est comment éviter que de tels drames ne se reproduisent. Donc, s'il y a lieu de faire hommage, véritablement, pendant qu'on est dans l'hommage, là, il faut que la réflexion se passe ailleurs. Et il faut que les gens évitent d'avoir de la fixation, se concentrer sur un événement. Ça s'est produit, il faut passer à autre chose. Il faut tout de suite que on se mette au travail pour prévenir. Parce qu'il y a certainement d'autres cadavres qui vont sortir des tiroirs. Et il faut éviter que d'autres drames ne se reproduisent. Moi, je veux que ce hommage-là ait lieu et que véritablement nos autorités puissent effectivement avoir toute la concentration, toute l'énergie nécessaire pour travailler à la prévention. Oui, Ismaël. Je dirais plutôt que là où je suis d'accord avec Woba, c'est sur le fait que après les attentats, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je trouve aujourd'hui qu'il faut un renseignement fort, que les Burkinabés se disent qu'à partir de maintenant, nous sommes prêts à collaborer avec les forces de sécurité. Si tout le temps, chacun vient dire... quand vous discutez avec les jeunes qui sont régulièrement sur l'avenue Kwame Nkrumah et les badauds et autres, ils vous disent qu'ils ont pu identifier les personnes. Il y en a même qui disent qu'ils leur ont donné de l'argent et tout. Vous prenez tranquillement, vous vous asseyez avec ça. Et après, maintenant, il y a des attentats qui se produisent. Chacun sort maintenant pour faire des témoignages, comme si... ils n'auraient pas pu contribuer éventuellement à mettre fin à cette pratique-là. Maintenant, la visite des chefs d'État. Vous savez, moi j'ai apprécié
Bon, Thomas Yahi, vous savez, lui, c'est un fervent, un ardent, je dirais, défenseur de ce genre de questions. Quand il fait des discours, on va attaquer tout de suite. Bon, lui, il est en fin de mandat, il va partir bientôt. Il dit qu'il a été envoyé par la CEDEAO, mais il y a le G5 Sahel aussi. Oba a soulevé un point important. Vous savez que la lutte contre le terrorisme devait se faire sur le plan continental. Quand l'Union africaine a voulu commencer à peaufiner ses stratégies, systématiquement, les pays francophones ont créé le G5 Sahel. Comme pour dire qu'il y a même une incompréhension au plan continental sur la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Le G5 Sahel qui est piloté aujourd'hui par Idriss Déby Itno, qui est perçu aujourd'hui comme, je dirais, le plus grand défenseur, notamment des causes sociales avec la lutte contre le terrorisme, parce qu'il est bien engagé du côté du Mali. Mais il faut qu'on arrive à harmoniser les actions de lutte au niveau continental, parce que si ça va se limiter aux pays francophones et qu'en Afrique centrale et autres, qu'on puisse prendre des dispositions également, ça va poser nettement problème. Aujourd'hui, cela nous a permis de voir qu'on a un système de renseignement assez difficilement quand même maîtrisé. Il faut qu'on arrive à redynamiser le système de renseignement. Lui, il a parlé d'une personnalité emblématique et tout ce qu'on veut, mais le renseignement, ce sont les moyens. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, il y a des gens dans les pays développés là qui payent de l'information. Si vous avez des jeunes bizarres avec qui on discute régulièrement et puis on leur promet des choses, quand ils vont donner des informations pertinentes, ils sont capables de vous donner des informations de première main. Quand on vous dit aujourd'hui qu'on allait arrêter la dizaine d'éléments de l'ex-RSP, si l'armée doit vous dire toute la vérité, il y a des gens qui ont dû appeler pour dire « Ah, on a vu des gens suspects qui sont rentrés, qui sortent ici. » Et c'est comme ça qu'on peut gagner la lutte contre le terrorisme. Si vous n'êtes pas fort sur les questions de renseignement, mettez des soldats à tous les carrefours de Ouagadougou, vous n'allez jamais pouvoir endiguer une telle pratique dans un pays. Ça, c'est pas possible. D'accord. Alors, sur les mesures sécuritaires, on en a tous parlé. Il y a le dernier conseil des ministres, on n'a pas franchement vu grand-chose juste après les attentats. C'est-à-dire, ce qu'on peut retenir, le Conseil des ministres, c'est le renforcement des contrôles aux entrées et aux sorties des villes. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aider à gérer ce genre de situation? Moi, j'ai un problème avec cette pratique-là. Vous savez, chaque fois, c'est la même chose. Vous rappelez-vous que le ministère de la Sécurité avait fait un communiqué pour dire que les Burkinabés doivent se promener régulièrement avec leurs documents d'identité parce qu'il y aurait des contrôles un peu partout. Rappelez-vous également de cet épisode lié notamment aux histoires des vitres fumées, après le gouvernement qui a rétro-pédalé un peu pour dire 25% de quoi à quoi, et la population était perdue. Et généralement, quand on prend ce genre d'initiative, vous allez voir que dans 1, 2 ou 3 semaines, quand le calme va revenir, on va abandonner. Il faut qu'on arrive à avoir des actions fortes dans la durée. Aujourd'hui, ce sont des actions, moi je m'attendais à mieux que ça, parce que quand le gouvernement va s'asseoir pour dire qu'on va durcir les contrôles aux entrées et aux sorties des villes, on n'a pas besoin d'un conseil des ministres pour faire ce genre de communication. Non. Parce qu'avec ou sans le conseil des ministres, dans l'urgence, si vous êtes une autorité, vous prenez les dispositions nécessaires et on voit ce que ça donne. Rappelez-vous les attentats de Paris. Le lendemain, les Français se sont réveillés, ils ont vu que les contrôles ont été durcis à tous les niveaux. On n'a pas eu besoin de dire qu'on va tenir un conseil des ministres extraordinaire pour sortir. Pour moi, et jusqu'à preuve de contraire, je demeure convaincu de cette initiative que je défends. Malheureusement, je ne suis pas encore écouté. Moi, je m'attends à ce que, ne serait-ce que pour un temps, 1 ou 2 ans, qu'on arrive à créer un ministère délégué chargé des questions sécuritaires. Parce que si le Burkina n'est pas en sécurité, on ne pourra jamais s'en sortir. Vous avez parlé, certainement que vous allez revenir là-dessus, les incendies des marchés et tout. C'est lié à des questions sécuritaires, quoi qu'on dise. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un département délégué chargé uniquement des questions sécuritaires. Et je pense que les contrôles de routine, ça ce sont les actions quotidiennes des forces de défense et de sécurité, pourvu que ces contrôles-là soient accentués, même après la tranquillité dans le pays. Mais pour ne pas te couper, Ismaël, je pense que le gouvernement ne peut pas sortir tout ce qu'il doit faire comme chose, tout ce qu'il a en vue de mener comme action sécuritaire et tout. Là aussi, ce serait dévoiler un peu son plan de bataille et les terroristes et autres personnes peuvent en profiter. Donc peut-être qu'ils ont juste donné l'essentiel. Attendons de voir, comme je l'ai dit, c'est un gouvernement qui a été cueilli à froid. Attendons de les voir à l'œuvre et on espère vraiment qu'ils vont prendre, puisque ça c'est l'occasion pour eux, l'occasion qui leur a été malheureusement, c'est vrai, c'est une occasion malheureuse, c'est une opportunité malheureuse, mais on leur a donné l'occasion maintenant de durcir effectivement et les contrôles aux frontières et tout. Ça veut dire qu'il faut, parce qu'il faut aussi des mesures dissuasives. Ça veut dire qu'il faut montrer des militaires, comme on le voit à Paris, à Roissy, des militaires qui se promènent avec des armes au poing. Et d'ici aussi le renseignement. Il y a un point peut-être que la France est en état d'urgence depuis les attentats. Moi, j'ai un point que je voulais saluer. Il y a un point que je voulais saluer, peut-être, c'est le fait que
au moins j'ai salué le fait qu'on a parlé de la police de proximité, qui est une belle initiative, malheureusement au fil du temps, qui n'a pas pu être effectivement expérimentée. Je pense qu'à partir de maintenant, comme le gouvernement a dit qu'ils allaient revenir sur le renforcement de la police de proximité, on s'est dit que ça va davantage permettre aux populations de mieux collaborer, et je pense que ça peut être une très bonne chose pourvu qu'on leur donne assez de moyens pour bien travailler. Ok, Robin. Sur la question des mesures, je pense comme Morin que ce n'est certainement pas toutes les mesures qui ont été communiquées par le Conseil des ministres. Et j'ose croire que c'est effectivement cela, et qu'il y a des mesures, il y a des choses certainement qui se passent en dessous et qu'on ne peut pas communiquer au grand public. Là où moi je voulais insister, c'est qu'on évite d'être négligent. J'ai écouté certains témoignages ces derniers jours qui ne me rassurent pas. Lorsqu'il y a eu cette attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah, et que les forces de défense et de sécurité ont libéré l'hôtel, libéré le Capuchino, Taxi Bourse et tout ce qui s'ensuit, il y a des habitations à côté, des sortes de HLM où des gens habitaient et qui n'ont pas reçu la visite d'un seul militaire. Pendant la nuit même, quand nous étions là-bas, avant de nous quitter au petit matin, entre confrères, on se disait, mais toutes ces banques qui sont tout autour là, il faut que les militaires y entrent et voir si effectivement quelqu'un ne s'est pas camouflé là-dedans. D'autant plus qu'on n'a tué que 3 personnes et que pertinemment tout le monde sait que ces gens-là dépassaient 3. Mais il se trouve qu'il y a des habitations qui sont juste à côté et les militaires ne sont pas allés, je pense, peut-être jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, ces habitations-là n'avaient pas été fouillées. C'est ce qui s'est passé à Yimdi aussi. Il y a eu des témoignages des habitants, des populations qui ont parlé ultérieurement après pour dire que non, il y a des gens qui sont venus même chez eux, blessés même, qui ont demandé à se laver, qui ont demandé des habits pour s'échanger, qui ont demandé des téléphones, des motos pour communiquer ou pour s'échapper. Mais comment on peut dire qu'on fait un ratissage, un large ratissage, et qu'il se trouve qu'il y a des habitations, il y a des populations qui sont à côté et qui n'ont pas été du tout contactées. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a encore de la négligence et je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il faut de la rigueur. La rigueur, ça ne veut pas dire l'arbitraire, il faut de la rigueur. On parle des vitres teintées. C'est une mesure que, bon, visiblement, beaucoup de gens ne l'avaient pas appréciée, ou bien en tout cas dans la manière, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ne s'en plaindront pas si effectivement on saisit les véhicules à vitres teintées. Il faut que la mesure soit appliquée dans la rigueur. Mais au-delà de ça, vous remarquez que dans la ville de Ouagadougou, il y a des citernes, il y a des camions, des longs véhicules qui circulent. Est-ce que quand vous voyez un long véhicule qui circule là, vous voyez un militaire qui monte, qui rentre dans le camion, dans la remorque pour voir ce qui se passe, alors qu'en temps normal, dans une ville comme Ouagadougou, en plein centre, un camion ne doit même pas circuler. Mais on voit des camions circuler, on voit des citernes qui circulent. Ce n'est pas normal. Il faut tout simplement qu'il y ait de la rigueur dans la gestion de la cité. D'accord. Sur le nombre de djihadistes, il y a toujours de la polémique autour de ça. Rabo. C'est Ouva qui dit qu'ils sont plus que 3. Je ne sais pas s'il s'en tient aux déclarations de Manuel Valls. Bon, sur ça, moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec les partenaires du Burkina, la France et tout ça. Il ne faut pas rester à Paris et puis faire des déclarations intempestives comme ça, alors que vous êtes en partenariat avec les autorités burkinabées. Si vous avez des déclarations à faire, ou bien elles sont alignées sur celles des Burkinabés, ou bien vous ne dites rien. Voilà, vous ne pouvez pas contredire le ministre burkinabé de l'Intérieur, autrement vous n'êtes pas en partenariat. Voilà, maintenant si lui-même il se sent, je ne sais pas, plus petit, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. En passant, maintenant, moi franchement je suis resté sur ma faim, sur ma soif après les 2 conseils des ministres, de samedi et de mercredi, et les confrères ont dit peut-être que ce n'est pas toute la batterie de mesures, il y en a derrière qu'il ne faut pas dévoiler. Si c'est comme ça, c'est tant mieux. Maintenant, moi, je voudrais évoquer toute l'hypocrisie internationale qu'il y a autour du terrorisme. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce que on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent vendre leurs armes, quoi. Et qui ont besoin qu'on achète leurs armes pour lutter contre le terrorisme. Sinon, je pense qu'une mobilisation internationale franche, réactive, sur 3 mois, peut permettre d'endiguer le terrorisme. J'ai lu un auteur qui a dit que c'est dans 30 ans qu'on va vaincre le terrorisme. Mais je dis c'est de la mauvaise foi si c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, parce que les terroristes, là, moi, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas sur quelle planète ils sont et puis ils opèrent. Je ne sais pas où ils achètent leurs armes, comment ils se nourrissent, comment ils s'approvisionnent en carburant. Mais je crois que ce n'est pas sur une autre planète. Donc si les gens étaient sérieux, on devrait pouvoir les neutraliser en quelques jours, au plus en quelques semaines. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des acteurs camouflés qui veulent qu'il y ait des attentats
dans des pays pauvres comme les nôtres pour nous faire peur, pour qu'eux ils continuent à vendre leurs armes, peut-être, et pour qu'ils continuent à nous proposer leur assistance militaire, sécuritaire, etc., etc. Parce que, sérieusement, c'est parce que peut-être les terroristes ne veulent pas attaquer le Burkina, sinon avec la situation telle qu'elle se présente là, il aurait pu avoir des attentats tous les jours dans le pays. Les voitures là ne sont pas fouillées. Voilà, les gens font un peu n'importe quoi. Vous arrivez même dans une brigade de gendarmerie, on ne fouille pas votre sac. On ne fouille pas votre sac. Mais un attentat, un terroriste peut aller exploser. C'est symbolique pour les terroristes. C'est symbolique de faire exploser une brigade de gendarmerie. On a vu à Samorogma. Donc, moi, je crois qu'il n'y a vraiment pas de mesures de sécurité sérieuses. Et j'ai même l'impression que ça bute souvent sur les questions de perdième et autres. Donc, il faut que le nouveau pouvoir voit ça. Oui, un mot par rapport à ce que Rabo disait tout à l'heure. Vous savez, le lendemain de l'attaque, soit 2 jours plus tard, moi je suis passé au centre-ville de Ouagadougou. Dans la plupart des hôtels, vous allez voir qu'il n'y avait aucun dispositif sécuritaire. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire au moment où les autorités sortent pour faire le grand discours pour dire oui, nous allons sécuriser les hôtels, nous allons prendre toutes les dispositions, mais vous allez dans les hôtels de Ouagadougou, il n'y avait aucun dispositif sécuritaire. Et mieux, vous parlez de l'hypocrisie internationale. Rappelez-vous de l'histoire de Daesh et tout ça. C'est devenu une guerre entre la Russie et les États-Unis où chacun veut montrer qu'il a une force de frappe. Et effectivement, tant que des pays pauvres comme les nôtres seront touchés, il y a des gens qui vont venir nous dire, nous vous apportons notre expertise. Le terrorisme est devenu une mine d'or pour certains pays développés. Et aujourd'hui, c'est un commerce. La preuve, c'est qu'on commence à alerter des pays pour leur dire, il faut faire attention. Mais ceux qui donnent les alertes là, ne soyez pas surpris que ce sont eux qui vont commencer à les dire là-bas. Il faut que vous nous acceptez. Il faut que nos éléments là commencent à venir voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble. C'est une mine d'or pour certaines grandes puissances aujourd'hui et il faut qu'on arrive à trouver véritablement une solution. Malheureusement, l'un des problèmes majeurs auxquels on sera toujours confronté, c'est la pauvreté des populations. Parce que si vous avez des jeunes qui sont pauvres, qui sont dans le dénuement, je me rappelle bien que tout le temps on parle de l'avenue Kwame Nkrumah. Vous avez des enfants qui sont toujours là avec des boîtes, qui dorment dans la rue, qui n'ont absolument rien. Un terroriste ou un présumé djihadiste vient leur donner 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs par jour. Écoutez, ce petit-là, à la longue, il va finir par être un djihadiste. Qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, c'est un problème. Peut-être revenir un peu sur le nombre des terroristes. Moi, je ne parle pas sur la base des déclarations de Manuel Valls. Je ne suis même pas sûr d'avoir lu cette déclaration-là. Mais je pense, d'après les recoupements que nous avons eus sur le terrain, d'après les différents témoignages, qu'il devait avoir au moins plus de 3 terroristes. Moi, c'est une sorte de conviction. C'est sur la base des différents témoignages que nous avons pu recueillir. Et pour ceux qui étaient la nuit sur les lieux, j'ai personnellement vu des gens qui ont été libérés dans les environs entre 20h30 et 21h30 qui sont partis d'eux-mêmes. Ce n'est pas possible que pendant qu'on est en train de tracter des terroristes, des gens, on les libère de l'hôtel et qu'ils sortent et qu'ils ne sont pas gardés quelque part pour effectivement être interrogés, mais qui sont partis sur le champ. Ils ont quitté l'avenue Kwame Nkrumah, ils sont rentrés peut-être chez eux ou ils sont allés là où ils veulent aller. Ce n'est pas normal. Quelqu'un peut effectivement partir de là. Il y a des gens qui ont été envoyés à l'hôpital. Peut-être même dès le lendemain, très tôt le matin, si vous avez écouté les déclarations du directeur général de l'hôpital, très tôt le matin, il y a des gens qui ont été libérés. Mais j'ai dit, toutes ces personnes qui ont été libérées là, que ce soit de l'hôtel, du Capuchino, doivent être les otages de la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui doit les auditionner avant de les libérer. On ne peut pas libérer des gens comme ça. Donc moi, je pense que quelque part, il y a eu, comme je le dis là, moins de sérieux dans ce travail-là. Cette polémique des chiffres, je crois que les autorités elles-mêmes se contredisent. On nous a parlé, dans les déclarations des autorités, on nous a dit qu'il y avait des femmes. Les photos qu'on a vues, les 3 assaillants qu'on a tués, on n'a pas vu de femmes. Donc je pense qu'ils n'ont qu'à se raccorder entre eux et puis avoir les bons chiffres à donner aux populations, c'est tout. D'accord. On va évoluer dans le débat, on est pris par les temps. On va parler tout de suite des marchés. De marchés avec les incendies de marchés un peu partout dans la ville de Ouagadougou. On se perdrait si on veut les compter depuis un certain nombre de jours. À Bobo-Dioulasso également, il y a eu un incendie de marché. À Bobo-Dioulasso également, il y a eu des wagons qui ont déraillé. Donc, alors, comment vous analysez tous ces incendies, surtout à un moment où on parle d'attaques djihadistes, on parle d'attaques de dépôts d'armement? Est-ce que ce sont des éléments qui sont liés ou bien c'est juste le fait du hasard, selon vous, Rabo?
C'est vrai que quand on est dans une période de forte tension psychologique comme ça, on peut tenter une gymnastique qui nous met en lien tous les événements malheureux. Le train qui déraille, bon, c'est probablement pas les terroristes ou l'ex-RSP, espérons bien. Par contre, on peut imaginer que les incendies là sont d'origine criminelle au regard de la manière dont ça se fait. Et ça, par contre, moi, je peux lier ça avec l'attaque du dépôt d'armes de Nimdi. Voilà, je peux dire, il y a des gens qui ont essayé de déstabiliser la transition, qui n'ont pas pu, qui sont aujourd'hui marginalisés dans leur propre pays parce qu'ils avaient un certain nombre de privilèges, qui n'ont plus, et qui veulent prendre leur revanche. Et je crois que l'armée est revenue un peu sur ça hier au cours de la conférence de presse. Je peux me dire, ces gens-là vont empêcher le gouvernement de gouverner tranquillement, de faire son travail. Et dans tous les cas, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des moments sous Blaise Compaoré où on a entendu parler de ça. Voilà, il y a des gens qui veulent l'empêcher de gouverner et je crois que cette piste-là, il faut l'explorer jusqu'au bout. Il faut faire en sorte que les gens soient rassurés. Parce qu'à cette allure-là, moi j'ai déjà commencé à entendre des commerçants qui disent là, on va faire de mauvaises affaires cette année. Parce qu'on a des partenaires qui commencent à être réticents. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, des gens ont dit que les pommes ont été empoisonnées par Boko Haram. Et puis, on a eu affaire à un grossiste qui nous a tout de suite alertés pour dire qu'il n'en était rien. Voilà. Je crois que le gouvernement doit faire un travail sérieux sur cette question-là, d'apaisement. Des liens sociaux, du climat des affaires, de sorte que tout le monde soit en confiance pour relancer la machine économique. Parce que l'objectif de ces gens, s'ils sont vraiment tapis dans l'ombre pour empêcher de gouverner, c'est de faire en sorte que le nouveau pouvoir ne puisse pas présenter de bilan. Voilà, qu'il soit emmerdé tous les jours, toutes les semaines, de sorte qu'il ne puisse pas appliquer son programme. Ça, il faut travailler là-dessus. Oui, Ismaël. Rabou a parlé tout à l'heure des histoires de pommes. Moi, vous savez, on a tous reçu le même message. Le gros souci, c'est que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas entendu le ministère de la Santé communiquer là-dessus. J'ai même contacté le laboratoire national de santé publique. Aucune communication. Fort heureusement, peut-être que les Burkinabés ont dû comprendre que ça peut être de l'intoxication. C'est tant mieux. Mais il y a sérieusement un problème. Parce que quand vous voyez un peu la succession des événements au Burkina Faso, vous ne pouvez pas non plus dire que tout ça c'est innocent. Le pouvoir en place aurait dû se dire on ne peut pas venir prendre le pouvoir au Burkina Faso dans ce contexte-ci et gérer comme si de rien n'était. Il fallait quand même se préparer mentalement à ça. Il y a certainement des forces du mal, certainement, qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas que ça marche dans le pays. Mais il faut que les Burkinabés eux-mêmes comprennent aussi que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si ce pays-là brûle, nous allons tous en pâtir. J'ai l'impression qu'on a affaire à plutôt une politique de la terre brûlée qui profite à un certain nombre de groupuscules de gens qui vont se dire comme nous ne sommes pas aux affaires peut-être, ou bien parce que nous avons perdu des privilèges, mais on ne peut pas non plus, nous sommes combien 17 millions de Burkinabés. Un groupuscule ne peut pas remettre en cause l'avenir de toute une nation. Et je pense que c'est là où on peut appeler aujourd'hui à la collaboration de tous les Burkinabés. Il faut que tous les Burkinabés se sentent dans ce patriotisme-là. Que tout le monde se dise que j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Quand je dis part de responsabilité, je ne vous dirai pas que je qualifie tous les Burkinabés des pyromanes, mais c'est pour dire que les Burkinabés, chacun à son niveau, peut apporter sa touche pour qu'on puisse mettre fin à ce genre de pratiques. Aujourd'hui, on vous dit que c'est au moment où le couvre-feu est en marche qu'on arrive à commettre ces genres de bêtises. Qu'est-ce qu'on fait pour véritablement que le couvre-feu soit véritablement bien accepté? Parce que vous dites aux populations de 1h à 4h du matin, vous devez être chez vous. Et les personnes de mauvaise foi sont dehors en train de commettre des forfaits. Qu'est-ce qu'on fait face à ces personnes-là? Est-ce qu'il faut maintenir le couvre-feu aujourd'hui pour qu'on continue à brûler les marchés? Ou bien il faut lever le couvre-feu ou bien mettre en place un dispositif de contrôle assez ferme pour pouvoir mettre fin à ces pratiques? Voici des questions qui viennent aujourd'hui, moi qui chaque fois me reviennent à l'esprit. Oui, Ouba. C'est une série noire, ces incendies-là. On est tenté de faire une liaison avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Ça peut être une paranoïa, mais quelque part, il peut y avoir aussi des incendies quand même qui sont d'origine criminelle. Je sais aussi que même sous Blaise Compaoré, on a connu entre-temps une série d'incendies de marché et cette fois-ci, ça revient. Moi, je veux dire que quelque part, il y a toujours de la négligence. Permettez-moi de toujours insister là-dessus. Puisque hier soir, dans la nuit carrément, il y a eu cette conférence de presse de l'état-major de l'armée où nous avons été, dont nous sommes passés autour du grand marché, en aller comme en retour. Donc, ça veut dire que j'ai eu la chance de faire tout le tour du grand marché.
j'étais avec un confrère, nous avons constaté qu'il n'y avait personne. Même le vigile, je n'ai pas eu la chance de voir le vigile. Peut-être qu'il y a des vigiles, mais qu'ils sont à l'intérieur. Mais je me suis dit, au moment où on parle d'incendie, de 2 marchés, 3 marchés, 4 marchés, et que le grand marché de Ouagadougou n'est pas gardé par personne, même un simple vigile, je n'ai pas vu, alors que je m'attendais à voir même des policiers. La police municipale peut sécuriser le grand marché de Ouagadougou. Aujourd'hui, on parle des yards qui brûlent. Et si demain, c'est le grand marché, il a déjà brûlé. Et depuis cet incendie-là, Road Woko a du mal à se remettre. C'est même les yards qui sont en train de brûler aujourd'hui là, qui marchent même mieux que Road Woko. Et pourtant, on n'a pris aucune mesure pour sécuriser Road Woko. Ce qui a déclenché à la limite même ces incendies-là, c'était quoi? C'est une citerne qui a explosé à Kalgondé là-bas. Encore négligente. Qu'est-ce qu'on a fait de ce monsieur-là? Un individu qui amène une citerne, qui a l'habitude de transporter des liquides inflammables et il l'amène pour souder. Vous imaginez un véhicule qui transporte des liquides inflammables et on veut souder. Mais ça explose, c'est tout à fait naturel. Donc il y a certainement de la négligence. Et moi, j'insiste encore là-dessus. Aussi bien auprès des populations qu'auprès de nos autorités, qu'il y a des mesures à prendre. D'accord. Morin. Oui, moi je donne entièrement raison à Woba. L'environnement d'ensemble, l'environnement psychologique d'ensemble permet de faire ces liens. Mais j'espère que ce sont des élucubrations qui vont rester au niveau des populations, parce que quand j'entends des autorités ou bien des ex-autorités dire que c'est l'ex-régime, c'est des mains invisibles qui veulent empêcher de... Là, je suis vraiment dépité. On a un gouvernement, c'est à eux de nous rassurer et de nous dire que ce sont des incendies. Et j'ai été encore heureux quand Ouba parlait d'incendies sous le régime de Blaise Compaoré. Il y a même eu beaucoup d'accidents. N'oublions pas le célèbre accident de Boromo. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal, humain, que des gens fassent ces liens, et c'est vraiment au pouvoir de sécuriser la population et de vraiment calmer les gens pour qu'il n'y ait pas cette psychose générale. Sinon, ce serait donner la victoire à ces gens qui commettent ces forfaits. Mais face à ce genre de situation, l'idéal aussi aurait été que le nouveau pouvoir commence à dire aux populations quels sont les concepts pratiques. Qu'est-ce qu'on attend des populations? Parce que si vous restez dans le silence, moi j'ai vu que le ministre de la Communication est intervenu aux 20h de la télé pour expliquer un peu. Mais avant cette réaction, regardez un peu, moi je reviens encore sur la grosse rumeur sur l'heure du coup-feu. On a parlé de 20h, il a fallu que dans les médias on essaie de démentir pour rassurer les populations que ce n'était pas le cas. Mais dans le feu de l'action, il faut qu'on arrive aussi à beaucoup communiquer avec les populations. Parce que les citoyens lambda qui est dans le quartier périphérique, le marché à Boulé, à Tanguay, à Gungué, à Kosodo, mais écoutez, le petit commerçant qui fait marcher l'économie parce qu'il est basé sur les secteurs informels, il va fermer sa boutique et puis rentrer chez lui parce qu'il ne va pas perdre le peu de ressources qu'il a. Donc il a besoin d'être rassuré. On va évoluer, on est très pris. Il nous reste un dernier sujet. L'information donc est passée un peu inaperçue avec tout ce qu'on a connu comme événement ces derniers jours, ces dernières semaines. Les députés ont décidé de réduire leur émolument de 19%, ce qui permettra de faire, selon eux, donc une économie de plus de 2 milliards de francs CFA. À la fin du quinquennat, on garde à mémoire quand même que le salaire de base reste à peu près à 960 000 francs CFA. Alors, c'est bon, non? Je sais pas. Peut-être Sagnon, permettez-moi, je dis un des mots avant de parler de ça. Oui, je crois qu'il y a un besoin pressant qu'il y ait une communication entre le nouveau pouvoir et puis les populations, parce qu'ici, là, le nouveau pouvoir a besoin de la collaboration de la population à tous les niveaux, et donc il faut qu'il y ait vraiment cette entente-là, il faut qu'il y ait cette proximité-là. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais il faut y réfléchir. Maintenant, je crois que c'est une bonne chose que les députés aient pris cette décision. Chacun va concéder un peu plus de 200 000 francs par mois. Je crois que c'est pas peu. Moi, je ne voulais pas tergiverser sur le salaire de base de 900 000 francs des députés. Là, je crois que ça a souvent été comme ça. Maintenant, moi, la lecture que je fais, j'ai eu l'impression que
l'Assemblée nationale a voulu faire une certaine pression au gouvernement. Voilà, il prend sur lui de dire, moi j'ai fait le sacrifice, vous aussi, il faut en faire. Hein, il faut en faire. Et c'est ça que je crains pour la gestion du mandat de 5 ans de Roch-Marc Christian Kaboré. Je me demande si souvent Salif Diallo ne va pas le mettre devant le fait accompli. Prend une décision et puis dit, tu es obligé de faire comme ça, parce que nous on a déjà décidé comme ça. Voilà. Sinon pour moi, c'est vraiment bienvenu et ça va aider, parce que quand on fait le calcul, ça vaut quand même quelques millions et ça va aider les victimes de l'insurrection. Oui, Ismaël. Rapidement pour dire que c'est une bonne chose, c'est un bon début. Moi j'ai toujours souhaité qu'on ait une Assemblée nationale qui reflète vraiment la volonté populaire, une Assemblée qui travaille pour le peuple. Déjà à 900 000, c'est beaucoup pour les citoyens ordinaires, mais c'est quand même assez intéressant de savoir qu'ils ont commencé à consentir des efforts. Et je souhaiterais que peut-être au niveau des frais de session aussi, puisque avant c'était 30 000 francs par session, qu'on ramène ça par jour, oui. Donc on ramène ça peut-être à 15 000, la moitié. Là on va dire au gouvernement aussi de faire les mêmes sacrifices, au président d'institution de faire les mêmes sacrifices, et je pense qu'on va faire assez d'économies et réduire un peu le train de vie de l'État. Oui, Ouba. C'est une bonne chose. Je crois que tous les Burkinabés saluent effectivement cette décision, d'autant plus qu'on a connu une polémique sur des questions d'émoulement il n'y a pas aussi longtemps que ça. C'était les députés de la transition. Ces députés qui viennent d'arriver nous ont dévancés en prenant effectivement ces garde-fous. Ils nous ont dévancés parce qu'ils savent qu'ils étaient attendus sur la question. Ça, il faut qu'ils le sachent très bien. Ils étaient attendus sur la question. Il fallait une session à huis clos pour décider de ces émoulements. Ils ont décidé de faire un rabattement de 19% et ça a salué, ça fait des économies. Mais là où effectivement je m'inquiète, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Rabo a dit tantôt que ça peut peut-être servir à soulager les blessés de l'insurrection, mais ce n'est pas tout à fait ce que le président de l'Assemblée a dit. Il dit tout simplement que ça reste au trésor public. Et non, il a dit que c'est pour les victimes de l'insurrection et du putsch manqué. Voilà, ça veut dire qu'ils vont avoir une pension. Ils vont avoir une pension pour ceux qui sont décédés, ça va être leur famille, et ceux qui ont été blessés, ils vont avoir une pension. Et ils demandent au gouvernement d'alimenter. Très bien, voilà qui est peut-être clair, hein. Je cherche à comprendre. Je crois qu'il faut saluer l'initiative, quel que soit ce à quoi ça va servir après. Maintenant, il faut saluer, et moi je crois que c'est la touche Salif Diallo, hein, partout où il est passé, quand il était ministre et tout, il a toujours fait. Moi, on est pris par le temps, sinon il y a plein d'anecdotes qu'on peut raconter sur ce monsieur qui prend vraiment en compte les préoccupations des populations. Il a certainement ses défauts, on peut lui reprocher tout, mais ce côté-là, je crois que c'est ça. Je veux bien peut-être qu'on me fasse la relation. Lorsque Salif Diallo annonçait ce rabattement de 19%, il n'a pas encore parlé de la prise en charge même des blessés de l'insurrection. Il avait pratiquement fini même son speech, et c'est quelqu'un qui était à côté de lui qui l'a rappelé la résolution. Et il a dit, ah tenez, nous avons également pris une résolution à l'intention du gouvernement pour qu'effectivement, dans le budget, là, on prévoit effectivement une prise en charge, une allocation pour les blessés de l'insurrection, pour les ayants droit, des martyrs. Donc, il n'a pas dit clairement, en tout cas à sa première annonce, il n'a pas dit clairement que les 19% là, allaient servir à prendre en charge les ayants droit des martyrs ou les victimes de l'insurrection. Il a dit que ça restait au trésor public. Mais apparemment, c'est ça. C'est pour ça, et je crois que c'est pourquoi c'est le bienvenu. Au développement du Burkina Faso, je pense que vous l'avez tous dit, c'est une mesure qui est donc bienvenue, bien apprécié donc par vous tous sur le plateau et certainement par les populations donc qui nous écoutent. Nous sommes pris par l'État, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. J'étais sur ce plateau de débat de presse avec Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, également Morin Yamongbe du mensuel Fasozine, sur le plateau également Ismaël Ouedraogo de Ouaga FM et enfin Boukari Ouba de Mutation. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Voilà. Qu'est-ce que...